Quelque chose est en train de changer en Afrique. Ces derniers jours, les rues d'Afrique de l'Ouest se sont à nouveau embrasées. Le Cameroun, Sénégal, deux nations, observant toutes deux des dirigeants s'accrocher au pouvoir bien après que leur temps aurait dû être révolu. Des élections qui étaient censées donner de l'espoir ressemblent maintenant à du déjà-vu. Le peuple a voté, mais sa voix a été étouffée. Tant pis pour la démocratie. Mais voici le rebondissement. Cette vague de manipulation ne se limite pas à l'Ouest. Elle se propage à travers le continent. En Afrique de l'Est, une autre tempête se lève. En Tanzanie, la nation autrefois célébrée pour sa stabilité. Quelque chose de plus sombre se trame. Et au centre de tout cela se trouve Samia Suluhu Hassan, la première femme présidente du pays. Autrefois saluée comme un symbole de progrès et d'intégrité. Aujourd'hui, son nom apparaît dans les gros titres pour une raison bien différente. Des rapports indiquent que son gouvernement a coupé les services Internet, réduisant au silence les manifestants qui osaient s'exprimer. Un pays qui inspirait autrefois l'espoir résonne maintenant des mêmes cris de frustration que nous avons entendus de Dar es Salaam à Yaoundé. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment une femme autrefois considérée comme un nouveau départ, un phare de leadership, s'est-elle transformée en ce que beaucoup appellent maintenant juste une autre dirigeante avide de pouvoir? Et que révèle son histoire sur la lutte plus profonde de l'Afrique? Le cycle du pouvoir, de la peur et de la résistance qui ne cesse de se répéter. Découvrons-le. Le 29 octobre 2025, la Tanzanie était censée entrer dans l'histoire ce jour-là. 37 millions de personnes étaient inscrites pour voter, une nation prête à décider de son avenir. Mais quand l'aube s'est levée sur Dar es Salaam, quelque chose clochait. Les rues étaient calmes. Les bureaux de vote étaient à moitié vides. Les files d'attente qui s'étirent habituellement autour des pâtés de maisons manquaient. À travers la capitale, des officiers montaient la garde, scrutant les rares personnes qui osaient se présenter. Le gouvernement a tenté de calmer la peur. Un porte-parole de la police s'est même exprimé sur les réseaux sociaux, exhortant « Les gens devraient sortir et voter. Il n'y a aucune menace pour votre sécurité, mais les gens n'y croyaient pas. Ils avaient vu les avertissements. Ils avaient vu les arrestations. Ils avaient vu ce qui arrive quand on défie le pouvoir. Alors, ils sont restés chez eux, non par apathie, mais par peur. Et ce silence dans les urnes parlait plus fort que n'importe quel vote n'aurait jamais pu le faire. Le jour de l'élection, ce qui devait être une expression pacifique de la démocratie s'est transformé en chaos. À l'ouverture des bureaux de vote, de violentes manifestations ont éclaté à travers la Tanzanie. Les pierres s'entrechoquaient contre les boucliers. Les gaz lacrymogènes emplissaient l'air. Le gouvernement a répondu de la seule façon qu'il connaissait, en déployant l'armée. Les manifestants n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient désespérés. La plupart d'entre eux étaient des critiques de la présidente Samia Suluhu Hassan et de son parti au pouvoir, le Chama Chama Pinduzi, le géant politique qui s'est maintenu au pouvoir depuis l'indépendance de la Tanzanie en 1961. Pendant des décennies, ce parti a gouverné non par le choix du peuple, mais par le contrôle. Et pour de nombreux Tanzaniens, cette élection était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pour comprendre l'indignation, il faut remonter à 2021, le moment où le monde a rencontré pour la première fois Samia Suluhu Hassan. À 65 ans, elle n'a pas été élue. Elle est montée au pouvoir. Après la mort soudaine du président John Magufuli, Samia, alors vice-présidente, a automatiquement pris la première place. À cet instant, la Tanzanie est entrée dans l'histoire. Elle est devenue la première femme présidente du pays et l'une des deux seules femmes à diriger un pays en Afrique. L'autre, la Namibienne Natambo Nandambetoa Sarah Kugonjelwa Amadila, née à Zanzibar. Elle avait passé des années à gravir les échelons, ayant été ministre du Commerce, connue pour son attitude calme et son leadership posé. Et lorsqu'elle a pris ses fonctions, elle a apporté quelque chose que le pays n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Samia a promis le changement. Elle a annulé nombre des politiques les plus controversées de Magufuli. Elle a tendu la main à l'opposition. Elle a levé une interdiction de 6 ans sur les rassemblements politiques. Elle a même autorisé Tundu Lissu, le chef de l'opposition en exil, à rentrer chez lui après des années de peur. Pendant un moment, on a eu l'impression que la Tanzanie respirait à nouveau. Les gros titres du monde entier l'appelaient la réformatrice, l'artisane de la paix, la femme qui a restauré la démocratie. Mais c'était avant que le masque ne tombe. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elle a faite. Sous Hassan, la Tanzanie a rejoint le mécanisme international COVAX, dirigé par des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé pour aider à distribuer des vaccins aux pays en développement, en particulier en Afrique. Elle s'est concentrée sur l'achèvement de projets de développement à grande échelle de l'ère Magufuli et en a lancé de nouveaux, notamment
notamment autour des infrastructures ferroviaires et de l'électrification rurale. Les partisans de la présidente louent donc son bilan en matière de développement des infrastructures, d'amélioration de l'accès à l'éducation et d'amélioration de la stabilité générale de la gouvernance dans le pays. Les citoyens tanzaniens ne peuvent nier qu'elle a fait tout cela. Cependant, alors que beaucoup espéraient que la Tanzanie deviendrait plus démocratique sous sa direction, le style de gouvernance de Hassan est devenu de plus en plus autoritaire, selon les analystes, et ressemble maintenant davantage à celui de son prédécesseur. Par exemple, avant l'élection, un rapport récent a révélé que le gouvernement de Hassan avait intensifié les pratiques répressives et ciblé les chefs de l'opposition, les militants et groupes de la société civile, les journalistes et d'autres voix dissidentes par des disparitions forcées, des arrestations, du harcèlement et même la torture. Fait intéressant, son gouvernement a nié toutes les accusations de violation des droits de l'homme. Mais ils ne peuvent nier que les figures clés de l'opposition, Tundu Lissu du plus grand parti d'opposition Chadema, et Luhaga Mpina Dasete Wazalando, ont tous deux été empêchés de se présenter à l'élection. Dans un procès qui est toujours en cours, Tundu Lissu a été accusé de trahison et pourrait être passible de la peine de mort. Il a été accusé de trahison en avril après avoir prononcé un discours qui, selon les procureurs, appelait le public à se rebeller et à perturber les élections présidentielles et législatives prévues pour octobre. Non seulement il a été arrêté, mais son parti Chadema a été disqualifié de la course électorale après avoir exigé des modifications d'un processus électoral qui, selon lui, favorise le parti au pouvoir. Outre Lissu, les médias locaux ont rapporté que 2 membres du parti Chadema participant à un rassemblement de soutien à l'issue le 24 avril ont également été arrêtés par la police tanzanienne. Le vice-président du parti, John Shesh John Nika, a également été détenu en mai, mais il a été libéré par la suite. Quant à Luhaga Mpina, il a été empêché de se présenter aux élections en août pour des nominations irrégularités lors des primaires présidentielles. Ainsi, lorsque les Tanzaniens, ou du moins les rares qui ont osé, se sont rendus aux urnes le 29 octobre, ils connaissaient déjà le résultat. Ce n'était pas vraiment une élection. C'était une performance. Sur le papier, 17 candidats se présentaient à la présidence. Mais en réalité, il n'y avait qu'un seul nom qui comptait, Samia Suluhu Hassan. Les autres appartenaient à des partis mineurs. De petites voix sans réel pouvoir, sans structure nationale et sans aucune chance de gagner. Le chemin vers la victoire était clair. Le système était conçu pour la lui offrir. Quelques jours seulement avant le vote, plusieurs partis d'opposition ont appelé au boycott. Ils ont dit aux citoyens de rester chez eux pour protester contre un processus qui n'a jamais été conçu pour être équitable. Mais la présidente avait d'autres plans. Se tenant fermement devant les caméras, elle a lancé un avertissement. Les seules manifestations qui existeront sont celles des gens se rendant au bureau de vote pour voter. Il n'y aura pas d'autres manifestations. Il n'y aura pas de menace pour la sécurité. Son message était clair. La dissidence ne serait pas tolérée et sa police la soutenait. Ils ont mis en garde contre la publication ou le partage de contenu incitatif en ligne, menaçant d'arrêter quiconque oserait remettre en question le système. Dans un pays autrefois considéré comme un havre de paix, la peur régnait désormais sur l'espace numérique. Les rues étaient calmes, les bulletins de vote étaient prévisibles, et la démocratie à laquelle les Tanzaniens avaient cru commençait à ressembler à une illusion. Malgré les menaces, malgré les avertissements, les Tanzaniens ont refusé de rester silencieux. Le jour de l'élection, alors que les bulletins attendaient intacts dans des bureaux de vote vides, des centaines de personnes ont inondé les rues de Dar es Salaam. Ils n'étaient pas là pour voter. Ils étaient là pour être entendus, scandant pour une réforme électorale et une véritable démocratie. Leur message a percé les gaz lacrymogènes et le chaos. Nous sommes fatigués. Nous voulons une commission électorale indépendante pour que chaque Tanzanien puisse choisir le dirigeant qu'il veut. Leur voix portait bien au-delà de la capitale. Des manifestations ont éclaté dans le sud-ouest et à travers la ville frontalière de Tunduma. Partout le même cri, liberté, équité et une chance de décider de leur propre avenir. Mais la journée n'est pas restée pacifique longtemps. La colère a débordé. Des incendies ont été allumés. Des véhicules ont brûlé. Des bâtiments publics ont été vandalisés. À la tombée de la nuit, les rues ressemblaient plus à une zone de guerre qu'à une démocratie. Et alors que les flammes s'élevaient au-dessus de Dar es Salaam, une chose est devenue claire. Il ne s'agissait pas seulement d'une élection. Il s'agissait d'un peuple atteignant son point de rupture. Et puis le chaos a explosé. En réponse à l'agitation croissante, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule. Mais les gens n'ont pas fui. Ils ont riposté. Des centaines de manifestants ont lancé des pierres et des débris, forçant les officiers à battre en retraite. À travers l'épaisse fumée, leur voix résonnait « Nous voulons récupérer notre pays ».
La bataille pour la démocratie s'était déversée dans les rues de Dar es Salaam. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Alors que les flammes s'élevaient au-dessus des quartiers de Kamarkao et Ubango, l'inspecteur général de la police, Camille Wambura, a déclaré un couvre-feu à partir de 18h. L'ordre est venu après que des manifestants ont incendié un bus et mis le feu à une station-service. Les médias locaux ont brossé un tableau encore plus sombre. Les troubles se propageaient. Magumini, Kondoni Kinondoni, Tandel Tandal. Chaque nom devenait un autre point chaud. Loin de la capitale, des bureaux de vote ont été vandalisés à Dodoma, Arusha et Mombambeya. Ce qui avait commencé comme un appel à la réforme s'était transformé en un véritable soulèvement. Et pour la première fois depuis des années, la Tanzanie, autrefois connue pour sa paix, se tenait au bord de quelque chose de dangereux. Alors que le chaos faisait rage dans les rues, un autre silence est tombé, cette fois en ligne. À travers la Tanzanie, la connectivité Internet s'est effondrée. Les messages ont cessé d'être envoyés. Les vidéos ont cessé de se charger. Les voix ont été coupées en pleine phrase. L'Observatoire mondial d'Internet NetBlock a décrit cela comme un blackout numérique national. Un pays autrefois connecté au monde était soudainement dans le noir. Au même moment, le parti d'opposition, Chadima, s'est exprimé, défiant, furieux et sans peur. Ils ont qualifié l'élection de couronnement et non de vote démocratique. Leur secrétaire aux Affaires étrangères, Dioasia Munishi Deogracia Munishi, a déclaré à la télévision Kenyan Citizen, ce processus manque de véritable concurrence. Pour eux, le résultat a été décidé bien avant qu'un seul bulletin ne soit déposé. Mais le gouvernement a tout nié. Les responsables ont insisté sur le fait que l'élection était libre, juste et transparente, qu'il n'y avait eu aucune violation des droits de l'homme, aucun enlèvement, aucune intimidation. Dehors, les rues brûlaient. À l'intérieur, les réseaux étaient silencieux. Et quelque part entre les deux, la vérité est devenue juste une autre victime. Maintenant, alors que les résultats de l'élection sont attendus dans 3 jours, quiconque a des yeux peut clairement voir que la présidente Samia remportera très probablement l'élection. Mais la question est, est-ce cela, la démocratie ? Ces actions rappellent celles prises par ses homologues masculins lors des élections récemment conclues au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Tout comme Samia a empêché les 2 principaux candidats de l'opposition de se présenter aux élections, le président sortant de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a été déclaré vainqueur de l'élection, a également empêché les 2 principaux candidats de l'opposition de se présenter aux élections. Pendant que la Tanzanie brûlait, une autre histoire familière se déroulait. Cette fois au Cameroun. Là, le résultat n'a jamais fait de doute. Le président Paul Biya n'avait pas besoin de gagner les cœurs. Il possédait déjà le système. La Commission électorale nationale était fermement entre ses mains. Lorsque l'institution qui compte les votes peut être achetée, la volonté du peuple ne devient rien de plus qu'une décoration. Donc, une fois de plus, un dirigeant qui aurait dû se retirer ne l'a pas fait. Et une fois de plus, on a dit à l'Afrique que c'était la démocratie. Mais voici la vraie question. Est-ce cela que la démocratie est devenue ? Un théâtre où les bulletins sont déposés, mais où le pouvoir ne change jamais de main ? Ce qui est encore plus troublant, c'est le silence. L'Union africaine, la plus haute instance du continent, n'a rien dit, pas un mot, malgré les violations flagrantes des principes démocratiques, même qu'elle a été créée pour protéger. Et ce silence en dit long. Parce que nous nous souvenons avec quelle rapidité l'Union a condamné et suspendu le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour avoir osé remplacer des gouvernements civils défaillants par des militaires. Ils ont appelé cela le plus grand péché contre la démocratie. Mais maintenant, alors que des dirigeants civils manipulent les élections et écrasent la dissidence, la même Union regarde en silence. Comme si le problème n'était pas la tyrannie, mais qui porte l'uniforme. Alors dites-moi, quelle est la vraie différence entre un soldat prenant le pouvoir avec une arme et un politicien le volant avec un bulletin de vote ? La démocratie est censée être un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela signifie donc que ce sont les citoyens qui devraient choisir qui les dirige, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas ce que nous voyons en Afrique en général. En Afrique, les dirigeants intimident et soudoient pour que les électeurs votent en leur faveur, ou ils menacent même de punir ceux qui votent pour le parti adverse. Ils soudoient ou menacent les dirigeants de l'organe chargé de superviser l'élection pour qu'ils puissent la truquer en leur faveur. Certains d'entre eux envoient même délibérément des voyous dans les centres électoraux pour perturber le processus électoral. Le fait est que la plupart des dirigeants qui finissent par diriger les nations africaines n'ont pas été choisis par les peuples africains. Ils leur ont été imposés.
Les élections ne sont jamais libres et équitables. Le scénario exact qui se déroule en Tanzanie, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. En Afrique, la démocratie est telle qu'une fois qu'un candidat à la présidence remporte une élection, il devient tout-puissant. Ils peuvent révoquer et nommer qui ils veulent, même si la personne n'est pas compétente pour le poste. C'est l'une des raisons pour lesquelles le développement a stagné sur le continent. De plus, la démocratie a permis à un dirigeant élu d'utiliser le pouvoir et l'appareil d'État pour promouvoir les intérêts économiques de son groupe ethnique et exclure tous les autres. C'est la raison pour laquelle presque toutes les guerres civiles en Afrique ont commencé. Un exemple parfait de cela est le Cameroun et la façon dont les Camerounais anglophones ont été marginalisés pendant si longtemps. Alors, nous demandons à nouveau, en quoi est-ce mieux qu'un régime militaire? À notre avis, c'est pire parce que cela donne l'illusion que le peuple a le pouvoir alors qu'en vérité, il ne l'a pas. Maintenant, nous ne sommes pas les seuls à penser cela. L'activiste politique et ancien secrétaire national adjoint à la publicité du All Progressive Congress au Nigeria, Timmy Frank, a déclaré que les récentes élections tenues en Tanzanie, au Cameroun et en Côte d'Ivoire sont des exercices simulés et une honte pour le continent africain. Frank, dans une déclaration jeudi, a dit que ce qui s'est passé dans les trois pays n'étaient pas des élections mais des sélections entachées de manipulation, d'intimidation et de terrorisme politique. Il a déploré que plutôt que de laisser la volonté du peuple prévaloir, les dirigeants en place en Afrique aient continué à s'imposer par des moyens frauduleux. Ces élections sont une honte et une infamie pour l'Afrique. En ce 21e siècle, le continent devrait faire des progrès démocratiques. Mais ce que nous voyons à la place, c'est la culture croissante du trucage, de la violence et de l'oppression, a déclaré Frank. Selon lui, la communauté mondiale doit prendre des mesures décisives pour sauver la démocratie en Afrique avant que le continent ne sombre dans le chaos. Si rien n'est fait, ce trucage systématique pourrait bientôt conduire à des troubles civils généralisés et à davantage de coups d'État à travers le continent. La vérité est que les États-Unis, l'UE et la communauté internationale ne peuvent pas aider l'Afrique à restaurer la démocratie. Sanctionner ses dirigeants n'y fera rien. Si l'Afrique veut vraiment être démocratique, le travail est entre les mains des Africains, à commencer par les dirigeants eux-mêmes, qui devraient être responsables devant le peuple. Quelles sont vos pensées ?